Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire un voyage en compagnie de Jacqueline Auriol, une aviatrice qui a marqué son temps parce qu'il va lui arriver plein de choses, comme vous allez le voir, un destin entrecoupé d'immenses joies, de grands désespoirs, en fait un symbole d'espérance et de ténacité, mais on va voir tout ça tranquillement. Alors Jacqueline Auriol, le nom Auriol vous dit peut-être quelque chose, puisqu'en fait c'est le nom du président de la République, mais bon, au départ, évidemment, elle s'appelle Jacqueline tout simplement et c'est plus tard qu'elle épousera le fils du président. Pour l'instant, elle est une jeune fille, petite gamine, en Vendée. Elle est née le 5 novembre 1917 à Challans et dans une famille très simple, elle a sa place, quoique, elle est déjà intrépide. Elle monte aux arbres, elle court partout, elle agace un peu sa mère qui a peur de tout, qui est plutôt une femme ordonnée. Elle adore son père, mais son père a une maladie et est en fauteuil roulant. Elle a un amour fou pour ce père qui est bloqué physiquement et c'est un peu comme si elle voulait compenser en fait les difficultés de son père à se déplacer. Elle bouge. Elle dit qu'elle veut être pilote de voitures automobiles. Donc tout le monde s'amuse parce qu'en plus à l'époque, même encore maintenant d'ailleurs, enfin à l'époque, une femme pilote automobile, c'est pas vraiment dans la normalité. Toutefois, elle assiste. Donc son père lui achète des petites voitures et elle passe des soirs entiers à faire des courses avec ces petites voitures. Elle a un frère qui lui est très timide, qui a peur de tout, André, et qui est le chouchou de sa maman, mais il est toujours un peu en arrière. Et avec lui, elle prend des risques. C'est-à-dire qu'il y a un immense arbre dans ce jardin. C'est une maison de leur grand-mère, à Jacqueline et André. Il y a un immense arbre et elle s'amuse donc à faire la traversée de l'Atlantique, comme elle dit. C'est-à-dire qu'à 7-8 ans, elle grimpe dans cet arbre jusqu'au sommet, donc qui est quand même à près de 10 mètres, et elle s'amuse de passer de cet arbre à d'autres arbres en sautant. Enfin, vous imaginez donc le cœur de la mer, comment il bat. On comprend donc qu'elle va avoir un destin qui va peut-être s'apparenter, en tout cas, non pas aux oiseaux, mais en tout cas à quelque chose de dangereux, de périlleux, qui va lui donner un peu le vertige. Mais c'est ce qu'elle va chercher. Alors sa mère, pour la calmer, la met au couvent. 8 ans, la voilà au couvent à Nantes. Alors c'est pas un couvent où on apprend à être religieuse, mais c'est un collège puis un lycée complètement tenu quand même par des religieuses. Mais loin de la calmer, évidemment, elle se fait remarquer tout de suite et du coup, on la met responsable de la chorale, on la met responsable des activités extérieures. Enfin, il faut qu'elle bouge. Mais elle bouge tellement elle se fait renvoyer du premier collège, on la met dans un deuxième. Là aussi, elle est tellement excitée que ça ne va pas non plus. Elle la met dans un troisième, toujours religieux. Et puis finalement, sa mère comprend que c'est pas la peine de la laisser là-bas, qu'il faut peut-être tout simplement la rapatrier à la maison. Elle va revenir à la maison et elle va se sentir une vocation en fait pour les beaux-arts. Donc elle pense plus à la vitesse à ce moment-là. Elle veut décorer, elle veut peindre, elle s'intéresse aux sculpteurs, et tout le monde est assez ébahi en disant qu'il faut absolument qu'elle fasse les beaux-arts. Pourquoi pas? Donc les années passent et son désir de créer se fait de plus en plus fort. Mais non pas créer pour laisser quelque chose derrière elle, mais pour approcher la beauté. Et souvent elle regarde le ciel, déjà elle a sûrement en elle l'envie de voler. Elle le dira d'ailleurs bien plus tard, vivre pour voler, voler pour vivre. Mais elle admire le ciel et elle se dit qu'il faut mettre de la beauté partout. Donc c'est une jeune fille qui est particulièrement élégante, particulièrement belle, et quand elle rentre à l'école des Beaux-Arts, tout le monde la remarque et on lui fait des avances pour qu'elle devienne peut-être mannequin. Pourquoi pas, si ça lui prend pas trop de temps dans sa vie. Elle n'a pas de destinée pour l'instant complètement choisie, si ce n'est ce désir de beauté qu'elle a. Sa beauté devient de plus en plus impressionnante. Elle a des grands yeux bleus, elle va devenir l'une des plus belles femmes de Paris, dit-on, et puis de France, et pourquoi pas du monde. En tout cas, certains l'ont dit. Ce qui va créer, évidemment, lorsque elle va avoir son accident d'avion, j'anticipe un petit peu, ce qui va créer un gouffre terrible en elle, parce qu'elle était la plus belle. Elle va au ski et puis elle rencontre un jeune homme. Ils tombent amoureux, pas tout de suite. Elle a 17 ans, ils font du ski. Il y aura trois moments comme ça où ils se rencontreront, ils feront du ski, mais pas vraiment de coup de foudre. Et puis quand même, la 3e année, ils ont pris un peu d'âge. Enfin bon, elle a 19 ans, c'est encore très sage tout ça. Mais ils se déclarent l'un à l'autre. Et lui, c'est effectivement Paul Auriol, le fils de Vincent Auriol, qui à ce moment-là n'est donc pas président de la République, mais qui est déjà en politique, bien sûr. Ils vont s'épouser. Et très très vite, donc, le couple va avoir 2 enfants, vraiment presque l'un après l'autre. Et très vite,
elle va se rendre compte que bon, c'est bien d'être la femme du fils de quelqu'un de politique, mais elle se sent un peu à l'étroit, donc elle a envie de continuer à faire de la décoration, à faire le mannequinat, ce qui ne plaît pas complètement à Paul, mais bon, il laisse faire. Et puis la politique aidant, Vincent Auriol devient président de la République. Et là, évidemment, c'est autre chose, parce qu'elle est, elle est la femme du fils du président, donc elle est la belle-fille du président de la République. Mais un challenge va arriver. Entre-temps, son papa, à elle, décède, et il se trouve que Vincent Auriol adore sa belle-fille. Il la trouve belle, intelligente, très comique même, très drôle. Personne ne fait rire Vincent Auriol, sauf sa belle-fille, par des choses très futées en plus, très stylées. Donc, il lui propose un grand challenge de redécorer tout l'Élysée. Alors ça, c'est toujours pareil, hein. Quand un président arrive, il trouve que le précédent avait un goût détestable et il change tout. Le mobilier, les tapisseries, les tapis, bien. Donc, ça n'a pas échappé à la règle. Et là, voilà qui décore l'Élysée. Ça lui plaît énormément. Il se trouve que donc, régulièrement, il y a des cocktails à l'Élysée. Et un jour, il y a un cocktail au cours duquel, donc Paul est toujours là avec son père aussi, bien sûr, et au cours de ce cocktail, il y a un colonel qui est là, qui fait partie d'une grande démarche, Niémène-Normandie, enfin quelqu'un de très respectable, et il est aviateur. Et dans le courant de la conversation, Paul, un peu pour taquiner sa femme, dit à ce colonel qui vient juste de rentrer donc de l'opération Normandie-Niémène, « Vous devriez apprendre à voler à ma femme, ça l'occuperait. » Et le colonel dit « Votre femme ? Mais je croyais qu'elle avait décoré l'Élysée, je croyais qu'elle était mannequin, enfin pilote. » Et elle est piquée au vif, en fait. Elle entend la conversation, et elle, qui n'avait pas du tout envie d'apprendre l'aviation, le regarde en lui, j'ai très envie d'apprendre à voler. Est-ce que je peux apprendre? Il dit, mais non, c'est pas possible. Enfin, une femme, vous vous rendez pas compte. Nous, moi, je forme des pilotes d'essai. Elle dit, mais justement, c'est ce qui m'intéresserait. Enfin bon, le challenge est lancé, le pari incroyable est lancé, et lui, il n'y croit pas du tout. Son mari non plus, d'ailleurs, hein. Paul, il l'avait lancé presque comme une boutade. Sauf qu'avec Jacqueline Auriol, faut jamais rien dire à la légère, hein. Lancer des paris, elle les saisit de suite. Donc, elle demande à ce colonel comment il faut faire. Il lui donne un rendez-vous à Saint-Cyr-l'École et elle va donc passer son premier essai. Alors, en fait, on découvrira qu'elle avait eu un baptême de l'air quand elle avait 16 ans, de quelques minutes. Elle n'avait pas du tout trouvé ça intéressant. C'est bien après que ça lui reviendra qu'elle avait déjà eu un baptême de l'air. Mais ce jour-là, elle a son vrai baptême de l'air. Sauf qu'évidemment, la personne qui est avec elle dans l'avion, cherchant à la dégoûter pour pas qu'elle les encombre dans un cours, voilà, ne va pas faire un baptême de l'air de 7 à 8 minutes, comme on fait d'habitude, avec un vol, on monte en altitude à 2000 pieds, 3000 pieds à la limite, et puis on redescend tranquillement, on se pose. Là, il va vraiment chercher à la dégoûter. Donc, ça va durer presque 3 quarts d'heure, ce qui est incroyable, avec des loopings, avec des rasmotes, avec etc. Et de temps en temps, il s'amuse à dire « ça va ». Et elle, évidemment, plutôt que de dire que ça ne va pas, elle a déjeuné juste avant, elle n'aurait pas dû, évidemment, qu'elle n'a qu'une envie, c'est de vomir, c'est de s'évanouir, c'est de disparaître, mais elle ne veut pas l'assurer, elle dit « oui, tout va très bien ». Quand l'avion se pose, elle dit « bon, le prochain cours, c'est quand ?» Et à partir de là, ils comprennent à la base qu'ils ne pourront plus se débarrasser d'elle, que c'est quelqu'un qui vraiment veut faire quelque chose en aviation. Elle va tellement faire bien qu'elle va obtenir ses brevets très rapidement. En principe, on passe son premier degré, l'année suivante le deuxième, et le troisième, si le deuxième est excellent, on le passe encore un petit peu après. Elle passe les 3 d'affilée, et évidemment, tout le monde commence à la remarquer en disant qu'elle a vraiment du talent. Paul est un peu pris de court parce que maintenant, elle ne s'intéresse plus qu'à l'aviation. Mais bon, c'est après tout, hein, c'est sa faute. Et elle, ce qu'elle veut, c'est aller de plus en plus vite et surtout devenir pilote d'essai. Pour l'instant, elle apprend juste à voler. Enfin, juste, c'est déjà pas évident. Mais ce qu'elle veut, c'est être pilote d'essai. C'est-à-dire, comme elle le dit très vite, servir l'humanité. C'est son grand challenge, ça, être utile en fait. Elle pense que les avions de tourisme, bon, c'est utile pour aller vite, mais un pilote d'essai, c'est celui qui va prendre des risques, qui va monter dans un avion qui n'est pas tout à fait fini, peut-être, qui a des défauts, sans doute, et qui, au cours du vol, va devoir déceler ce que l'avion n'a pas de terminé. Alors, c'est très dangereux. Donc, bon, elle ne vit plus chez sa mère, évidemment, puisqu'elle est mariée, mais quand même, sa mère essaye de l'en dissuader en disant, mais enfin, Jacqueline, tu te rends pas compte, déjà voler pour une femme, c'est pas évident, mais en plus, tu vas voler dans des avions qui sont pas finis. Elle dit, oui, mais c'est ça qui m'intéresse. Elle commence à gagner des concours, elle commence à faire des choses vraiment intéressantes. Et puis, à un moment donné,
elle rencontre donc un instructeur, Raymond Guillaume. Ce sera le grand maître de sa vie. C'est un homme bourru, qui ne parle pratiquement pas, qui est très exigeant, qui la met devant des défis perpétuels, d'apprendre des revues de pilotage en anglais, en allemand, en italien. Elle traduit tout ça, elle apprend tout. Bon, il veut peut-être la décourager, c'est ce que pense tout l'équipage, mais en fait non. Il veut être sûr de sa détermination parce qu'il va en faire vraiment son poulain, sa filleule, son ami à vie. Et quand je dis à vie, ce sera à vie parce qu'il va être là très présent à un moment où toute sa famille, elle, ne sera pas là. Donc Raymond Guillaume l'appelle un jour en disant « Écoutez, Jacqueline, il y a un essai d'hydravion qui va se faire. On est en plein mois de juillet 1949. Donc, elle a 32 ans. Elle a déjà volé depuis 2 ans de façon un peu fréquente. Enfin, je veux dire, elle est habituée aux avions. Elle dit à l'hydravion, mais vous inquiétez pas, vous ne piloterez pas. C'est un certain Mingham qui va piloter, mais on sera 4. Et il y a une place donc pour vous parmi les 4. Est-ce que ça vous intéresse? Et en fait, elle n'a jamais elle n'est jamais montée dans un hydravion. Elle n'y avait pas pensé d'ailleurs d'essayer un hydravion. Elle avait essayé des Stramp, plusieurs sortes d'avions, mais pas d'hydravion. Donc elle accepte. Elle arrive à l'aéroport et là, effectivement, il y a un pilote un peu présomptueux, un peu prétentieux, qui veut surtout essayer d'épater la fille du président de la République, hein, évidemment. Donc Raymond Guillaume, l'instructeur, s'assoit derrière le pilote Mingham, Jacqueline Auriol à côté du pilote, mais qui n'est pas copilote, qui est à côté simplement du pilote. Et puis derrière, un envoyé du constructeur. C'est toujours comme ça, quand on fait un vol d'essai sur un prototype, il faut quelqu'un qui appartient évidemment à l'usine de fabrication. Mingham décolle et très vite, Raymond Guillaume se rend compte qu'en fait, il décolle trop vite, il fait ce qui s'appelle un vol à l'arraché, c'est-à-dire que tout de suite, il se retrouve beaucoup trop haut. Et Raymond Guillaume se permet de lui tapoter sur l'épaule en disant « Mais qu'est-ce que vous faites, Mingham? Attendez !» Il dit « Non, laissez-moi faire, je sais ce que je fais. » Il commence à faire des loopings, etc. Le vol ne dure pas très longtemps, en fait, parce qu'ils partent des Yvelines, ils doivent aller au Mureau, enfin bon. Mais ils doivent s'atterrir sur la Seine. Et ils sont allés tellement haut et qu'en fait, ils arrivent au-dessus de la courbe de la Seine sur laquelle ils doivent amérir, et en fait, l'avion est encore trop haut. Donc, du coup, il va être obligé de se mettre en piqué. Et là, Raymond Guillaume commence à paniquer vraiment, alors que c'est un homme qui ne panique pas. Il comprend qu'il va y avoir un clash. Et il dit, mais enfin, redressez l'avion, c'est pas grave. Trop tard. L'avion arrive en piqué, se fracasse complètement sur la surface de la Seine. C'est un accident absolument terrible. Les 4 personnes à l'intérieur donc sont complètement traumatisées parce que tout vole en éclats. L'avion donc tombe dans l'eau. Hein. Il y a des gens ici qui n'ont pas compris, qui étaient en train de se baigner, qui ont vu l'avion arriver, ça sera raconté plus tard. Ils ont vu l'avion arriver, au début ils faisaient des signes en voyant l'avion, et puis quand ils ont compris que l'avion allait en fait foncer sur eux, ils se sont mis à hurler, ils ont mis à nager. Bon, les blessés, ce ne seront pas les gens qui étaient là en train de se baigner, mais les 4 dans l'avion, et surtout Jacqueline Auriol. Alors, évidemment, quand elle se retrouve là, elle a plus conscience de ce qui est. D'abord, on a peur de se noyer. On a peur de se noyer quand on est à la fois blessé dans un avion, toute la tôle est tordue, enfin bon. On lui a pas appris ça dans les cours. Et Raymond Guillaume non plus d'ailleurs. Donc il faut arriver à se désangler. Elle est coincée. Enfin bon, finalement, au bout de plusieurs minutes, ils arrivent à s'en sortir. Mais elle est vraiment attachée. Sa ceinture n'arrive pas à se défaire. Et c'est Raymond Guillaume qui, déjà au péril de sa vie, va rester en apnée complète pour sortir Jacqueline. Il la sort complètement inconsciente. En fait, elle a fracassé son visage contre le pare-brise de l'avion et son visage a vrillé. C'est-à-dire que c'est un peu comme si elle avait une espèce de face maintenant avec 2 trous à la place des yeux. Les yeux sont tombés au fond des orbites, plus de nez, plus de lèvres, tout est parti derrière. Elle n'a plus qu'un amas de chair et elle ne souffre pas. Pour l'instant, elle ne souffre pas. Les secours sont appelés, elle est dans le coma, enfin, elle est inconsciente, elle a les yeux ouverts, non, puisque les yeux sont au fond, mais je veux dire, elle est consciente dans son corps, elle n'est pas dans un coma profond, mais elle va pas mal. On l'a conduit à l'hôpital, et là, on commence à avoir un désastre. Alors, un calvaire va commencer pour elle, parce que, elle a échappé à la mort. C'est déjà pas si mal, certes, mais tout son visage étant parti derrière, il va falloir des opérations, mais par dizaines, 22 essais de greffe pour arriver à lui remettre un morceau de menton, un morceau de pommette, etc. Donc, dès qu'elle va reprendre, on la met dans un coma artificiel, hein, pour qu'elle souffre quand même pas trop, et dès qu'elle va être un peu consciente, elle va réclamer le docteur Claoui. Alors,
Personne ne le connaît. Elle dit allez chercher le docteur Claouet. Elle arrive à peine à parler, elle n'a plus de dents, elle n'a plus de lèvres. Enfin, c'est un trou béant, mais elle arrive à dire Claouet, Claouet. On se renseigne, effectivement, c'est un chirurgien esthétique qui travaille à Neuilly. Il a une clinique là-bas, mais il ne s'occupe que du nez. En principe, il commence un peu de chirurgie, c'est en 49, il n'y a pas chirurgie esthétique, on ne connaît pas trop, mais lui, il est spécialiste de refaire le nez. Sauf que c'est tout son visage à elle qui est fichu. Évidemment qu'on ne lui a pas donné de miroir, on va mettre un temps infini à lui donner un miroir. Hein. Ça passera des mois et des mois avant qu'elle ait l'autorisation, enfin, où elle va trouver le moyen de se regarder dans un coin de vitre. Sinon, tout est enlevé, évidemment, devant elle pour pas qu'elle voie les désastres. Il arrive et il voit qu'elle a des dizaines et des dizaines de fractures, tout est terminé. Les yeux, les pommettes, tout est achevé, le front, et puis les os crâniens donc, qui ont été morcelés. Et quand il voit le désastre, il comprend qu'il ne pourra pas faire grand-chose. Donc il lui fait comprendre que bon, d'accord, il est un ami à elle, mais c'est beaucoup plus sérieux que ce qu'elle pense. Qu'il va falloir attendre, qu'il va falloir être patiente. Et pour l'instant, on ne peut rien faire. Et c'est ce qui la désole, parce qu'elle arrive à se faire comprendre par des sons. Elle veut qu'on agisse, mais on ne peut rien. Tout est boursouflé, tout est parce qu'en plus des fractures, il y a le traumatisme. Ça va prendre évidemment très longtemps. On va faire un premier essai avec plusieurs chirurgiens pour déjà ramener ce qui était derrière plutôt devant. Essayer de refaire un début de dentition. On ne cherche pas à lui mettre un visage humain, elle est monstrueuse. C'est un amas, en fait, informe. Mais, malgré tout, on veut lui sauver la vie. Elle n'aura qu'une fois une pensée suicidaire, une seule fois pendant tout ce temps. Pour l'instant, elle ne réalise pas encore. Hein. Simplement, elle arrive à dire que mes enfants ne me voient pas. Que mes enfants surtout ne viennent pas. Elle ne veut personne à l'hôpital. Elle sent qu'elle est monstrueuse et elle veut qu'on la laisse vivre comme ça pour l'instant. Comme le docteur Claouet est incapable, n'est pas spécialisé dans ce qu'il lui faudrait, évidemment, on va chercher un autre médecin. Et là, on cherche, on ne trouve pas, jusqu'à ce que quelqu'un émette l'idée d'aller voir en fait à l'hôpital Foch à Suresnes. Alors pourquoi l'hôpital Foch ? Parce que c'est un hôpital où on soigne des gueules cassées. Ceux qu'on avait soignés à la guerre de 14-18, mais ceux qui reviennent d'Indochine et qui sont amochés de partout. C'est le seul hôpital où, en fait, on peut arriver à réparer les gens. Alors, avec des traumatismes, hein, avec le menton ici, mais en tout cas, on leur sauve la vie et on leur redonne visage humain. Dès qu'elle apprend qu'on peut lui redonner visage humain, elle est folle de joie. Elle n'a plus de joie, mais bon, elle est impatiente d'aller là-bas. Et puis, au dernier moment, on lui dit « Ah non, vous ne pourrez pas. On vient de se renseigner. On a appelé le docteur qui est là-bas, mais c'est pas possible. » Elle dit « Pourquoi ? » « Parce que vous êtes une femme. Il ne soigne que des militaires. » Elle dit « Mais je suis militaire. Je suis militaire. » Entre-temps, elle a son brevet de pilote. Bon, pas assimilé militaire, mais presque. Elle dit « Non, mais pas les femmes. Il n'y a pas de femmes. Et vous êtes quand même civil pour nous. On soigne que ceux qui reviennent de la guerre. » Et là, alors, Vincent Auriol, qui est un homme qui n'a jamais tapé du poing sur la table, il était réputé pour être tendre, tempéré, c'était d'ailleurs utilisé par ses adversaires politiques, en disant qu'il était mou, qu'il n'avait jamais l'occasion d'élever la voix, qu'il ne savait jamais ce qu'il fallait décider, alors qu'en fait, bon, ceux qui l'aimaient ont dit que c'était un homme formidable, tempérant, tolérant. Pour la première fois de sa vie, il s'énerve. Il pique une colère et dit « Vous me dites qu'il y a un endroit où ma belle-fille peut être sauvée, qui est à côté de Paris, à Suresnes, et qu'elle n'a pas le droit d'y aller parce qu'elle est une femme et parce qu'elle est civile, je vous ordonne, sinon je vais fermer l'hôpital. » Elle est acceptée dans cet hôpital. Sauf que là, évidemment, dans l'hôpital, il n'y a que des gueules cassées, justement. Donc tout est enfermé. Ceux qui sont là sont dans des chambres complètement ouatées, capitonnées, parce qu'ils poussent des cris d'horreur. Elle, on la met dans une chambre, en disant surtout, ne cherchez pas à voir les autres patients. Restez dans votre chambre, ne sortez pas. Et puis la chambre a beau être capitonnée, lorsque la nuit tombe, elle entend les cris déchirants de jeunes, de moins jeunes, des hommes qui parfois, à la voix, ont déjà 40, 50 ans, mais qui appellent leur mère en suppliant, des jeunes qui supplient qu'on les tue, parce qu'ils ne supportent pas d'être comme des animaux, enfin bon. Et là, les cauchemars sont terribles, c'est le seul moment où effectivement, dans cet hôpital, où elle aura une envie de suicide. Alors ils essayent à nouveau de lui faire des greffes, donc ils lui changent le menton, c'est-à-dire qu'ils enlèvent ce qui est encore possible d'être enlevé, ils lui prennent des os à l'arrière pour les mettre devant, ils lui enlèvent des os de la hanche pour lui refaire des temporales, enfin bref, tout un attirail, 24 greffes successives, et finalement, elle arrive à parler, elle arrive à boire, ses lèvres sont complètement transformées, mais bon, on lui refait petit à petit une dentition, mais elle sent au toucher
qu'elle sera plus jamais la même. Elle n'a pas le droit, comme je le disais évidemment, à un miroir, mais elle sent bien que pour elle, qui était si belle, enfin la plus belle femme de France, sinon du monde, tout est fini. Alors elle demande, elle a envie de se suicider, et elle se dit, non, si je demande un revolver à ma famille, à mon mari, ils ne me le donneront pas. Je vais le demander à un ami. Elle a un très très bon ami qui n'est pas féru d'aviation, donc qui ne comprend pas complètement tout ce qu'elle vit et tout ce qu'elle a dans sa tête. Et c'est à lui qu'elle demande. Et elle a bien eu raison. C'est quelqu'un qui la connaît très très bien. Donc elle lui dit « apporte-moi un revolver ». Il lui apporte un revolver, et dès qu'elle a le revolver dans la main, elle a envie de vivre. Et il avait bien compris ça, alors que sa famille ne l'aurait pas compris. Évidemment, attendez, votre fille vous demande, ou votre belle-fille vous demande d'apporter un revolver pour se suicider, vous n'allez pas le faire. Mais cette amie savait qu'elle ne s'en servirait pas. Donc elle repose le revolver dans le tiroir de la table de nuit, et elle sait qu'elle va vivre. Elle va vivre, elle va s'accrocher. Elle va s'accrocher, et petit à petit, elle va recommencer à espérer. Tous les jours, Raymond Guillaume, son instructeur, lui rend visite. Et c'est ce qui va la tenir debout, parce qu'il ne parle que d'aviation. Alors que quand sa famille vient, le mot aviation est interdit pour eux. Ils n'osent pas lui parler d'aviation. Or, ce qui la tient en vie en ce moment, c'est qu'elle a une rivale. Juste avant l'accident, elle avait une rivale, Jacqueline Cochrane. Alors, la presse s'y intéressait parce que c'était les deux Jacqueline. Jacqueline Auriol, Jacqueline Cochrane. Les deux Jacqueline qui voulaient être pilotes d'essai, qui avaient un peu le même caractère, mais pas du tout la même vie. Jacqueline Cochrane, elle est américaine, et les Américains sont fous d'elle parce que c'est un peu les love stories comme on aime les Américains. C'est-à-dire que c'est une petite fille qui a été abandonnée par ses parents, donc qui est adoptée par une famille de paysans, presque analphabète. Enfin, son destin semble tracé dans une ferme à servir ou à traire les vaches. Sauf qu'elle a d'autres idées déjà. Toute petite, elle se dit non, je veux pas travailler à la ferme. Elle se propose, alors elle sait pas encore lire, elle sait pas encore écrire, elle part sur une route, elle fait une fugue, et elle commence à regarder les poteaux indicateurs, et elle commence à faire de l'apprentissage sauvage, j'allais dire, jusqu'à ce qu'elle arrive dans une ville et que là, elle dise qu'elle veut travailler. Bon. Ni lire ni écrire, mais elle a quelques petites notions, et puis elle est volontaire. En cela, elle ressemble vraiment à Jacqueline Auriol. Donc, Jacqueline Cochrane se fait engager dans une usine, alors elle sert de grouillot, mais petit à petit les années passent, sa famille ne la recherche pas plus que ça, donc elle a peut-être bien fait de les quitter quand même, et elle devient aussi balayeuse dans un salon de coiffure, et un jour, elle croise un milliardaire, elle ne sait pas qu'il est milliardaire à ce moment-là, enfin les mauvaises langues disent qu'elle le savait, disons qu'elle ne le savait pas, et il y a un coup de foudre. Cet homme qui est un homme d'affaires très fortuné et qui en plus est patron de Canadair, donc qui est vraiment lié à l'aviation. Eh bien, il tombe sous le charme de cette petite gamine, elle est jeune fille maintenant, de cette jeune fille, mais qui est là en train de travailler dans un salon de coiffure. Il l'épouse. Et quand elle lui dit que ce qu'elle aimerait être pilote, parce que c'était son rêve à elle, beaucoup plus que Jacqueline Auriol au début, elle voulait être pilote, dès qu'elle lui dit ça, elle dit « Tu auras tous les avions que tu voudras. Tu les commanderas, je te les achèterai. » Alors, vous voyez que c'est très différent de Jacqueline Auriol qui a quand même eu à se battre, elle, parce que jamais elle a voulu recevoir 1 centime de l'Élysée pour payer ou louer un avion. Payer, n'en parlons même pas, mais il fallait tout qu'elle paye elle-même. Et elle mettait un point d'honneur à ça. Donc, la voilà mariée à un milliardaire et d'avoir tous les avions qu'elle veut. Et puis, elle apprend qu'il y a une Jacqueline en France qui, elle aussi, commence à gagner des records. Elles ont le même parcours pendant 1 ou 2 ans, sauf que Jacqueline Auriol lui est passée devant. Elle est arrivée à faire du 805 km/h sur circuit fermé. Donc, Jackie Cochrane est un peu en retard. Et puis, elle apprend l'accident de Jacqueline Auriol. Alors, je ne veux pas dire qu'elle est heureuse, contente, on ne peut pas dire ça, bien sûr. Mais disons que ça l'arrange quand même dans sa carrière. Et tous les gens qui rendent visite à Jacqueline Auriol, comme je le disais, dans son hôpital, évite de parler évidemment de Jackie Cochrane et des succès qu'elle est en train de remporter, parce qu'elle remporte plein de prix, elle lui passe nettement devant. Pendant les 2 ans où Jacqueline Auriol est enfermée avec ses greffes, etc., vous pensez bien que l'autre, elle galope. Il n'y a que Raymond Guillaume, qui lui, intelligent, qui connaît bien Jacqueline Auriol, lui apporte des nouvelles. Lui apporte des journaux américains en disant « Ah, vous voyez Jacqueline, ça y est, Cochrane, elle a passé 1105 km. Vous voyez, ah, elle a battu 1200. » Enfin bref,
Il la stimule comme ça, et il a bien raison, parce que c'est ça qui va la tenir. Et c'est là qu'elle commence à dire « je veux vivre pour voler, je volerai pour vivre ». C'est l'aviation qui va me rendre le ciel m'a été enlevé, eh bien j'irai le retrouver. On ne pourra pas me l'enlever aussi longtemps que ça, j'y arriverai. Finalement, elle a interdit à ses enfants de venir la voir, mais elle avait dit « pendant 2 ans, je ne veux pas les voir ». Et puis les 2 ans sont passés, mais elle n'a pas le nez sur le calendrier. Et la mère ne trouvait rien de plus intéressant que de venir un jour avec les enfants, alors qu'elle est encore très abîmée. Bon, pas tant qu'au début, elle n'est plus monstrueuse, mais elle est encore très abîmée, pas agréable du tout à regarder. La mère vient avec les enfants et elle leur a fait une petite leçon avant. Elle leur a expliqué que leur mère était difforme, qu'il fallait pas avoir peur, enfin, etc. Mais surtout, elle a fait une autre leçon, vous allez voir, ça c'est incroyable. Donc d'un seul coup, on annonce à Jacqueline Auriol que ses 2 fils sont là, 11 ans et 9 ans. Que ses 2 fils sont là. Elle dit, mais je veux pas voir mes enfants. Ah ben écoutez, ils sont là, votre mère les a amenés. Bon. Les 2 enfants entrent dans la chambre, ils ont l'intelligence de ne pas montrer qu'ils sont quand même encore choqués. Et puis elle les embrasse, elle leur dit, vous savez, c'est moi qui pendant 2 ans n'ai pas voulu que vous me voyiez, parce que maintenant je suis encore regardable, mais si vous saviez, c'est terrible ce qui m'est arrivé, mais bon. Et puis l'un des enfants se penche vers elle en disant, il faut que tu nous jures quelque chose, maman, c'est de ne plus jamais monter dans un avion. Et elle, qui vient justement de reprendre courage et goût à la vie, en se disant, je vais revoler un jour, mais c'est terrible d'entendre ça. Et le frère aîné surenchérit en disant, oui maman, jure-nous, tu ne piloteras plus jamais. Et là, elle comprend qu'en fait, c'est la mère qui leur a dit ça. Parce que la mère ne veut plus que Jacqueline, évidemment, vole. Donc elle espère bien que plus jamais sa fille montera dans un avion. Et là, Jacqueline Auriol est écartelée, elle le racontera dans sa biographie, entre le fait de dire « bon d'accord, puisque c'est mes enfants qui me le demandent », et tout de suite, l'intelligence de se dire « mais si je m'arrête », si je renonce à cette chose-là, mais je vais leur en vouloir toute ma vie, toute leur vie. Je leur ferai payer le fait de m'être sacrifiée pour eux. Elle avait une belle intelligence. Elle n'a pas vu de psy pendant toute cette période, ce qui est incroyable, ça ne se faisait pas. On ne voyait pas des psys quand on avait un traumatisme. Mais elle était tellement forte qu'elle a pensé à ça. Et elle leur a dit, non, je ne vais pas vous promettre ça. Vous savez pourquoi? Parce que si j'arrête l'aviation, qui est la seule chose qui me fait espérer de redevenir parmi vous, normal, de revoler justement, de continuer à respirer, à avoir de l'ambition, de l'espérance, si je renonce à ça à cause de vous, mais vous croyez vraiment que je ne vais pas vous le faire payer d'une manière ou d'une autre? Vous aurez ce poids sur les épaules. Et puis, est-ce que vous croyez que je serai la même? Mais je ne serai plus la mère que vous avez aimée, la mère douce, la mère... Je serai acariâtre, je serai frustrée. Vous imaginez en train de tricoter à l'Élysée ou d'être assise dans un fauteuil en attendant que les jours passent? Alors c'est pour vous que je vais vous désobéir. C'est pour que vous ayez une mère vivante, pour que vous soyez fiers de moi, et je vous jure que vous serez fiers de moi à nouveau. Donc les enfants sortent, et là, elle se dit, OK, alors maintenant, il faut que je prépare mon grand retour. Et puis, quelques jours après, un médecin, un chirurgien américain, très très coté, John Markey Converse, passe dans l'hôpital. Il allait voir régulièrement les gueules cassées, parce que ça l'intéressait, il faisait des recherches sur les greffes, et puis il voit Jacqueline Auriol, il avait entendu parler naturellement que la belle-fille du président était là, et qu'elle avait été assez bien réussie, et il la regarde, il dit... Alors, on lui avait présenté juste un peu avant, enfin, elle avait surpris son reflet dans une vitre, et elle avait dit, bon, je suis à peu près potable, quoi. Et lui, en fait, il lui apporte un miroir. Il dit, regardez, ça vous plaît ce que vous voyez? Alors, elle dit, bah, c'est presque. Elle dit, oui, c'est presque comme avant. Elle dit, bah, non, mais c'est quand même à peu près. Mais je crois que vous êtes une femme exigeante, Madame Auriol. Presque, à peu près, ça n'ira pas. Il faut tout recommencer. Elle dit, comment? Bien sûr. Si vous êtes d'accord, on va tout recommencer. Je vais scier votre crâne en 2, parce que vous n'êtes plus symétrique. Elle dit, mais c'est quoi? Il dit, bien, enfin, vous avez fait les beaux-arts, m'a-t-on dit. La symétrie, c'est la beauté. Léonard de Vinci, l'homme de Vitruve, c'est la symétrie, c'est la beauté. C'est ça qui nous attire dans la nature, dans les gens, les oiseaux, les feuilles, les plantes, tout est symétrique. Et vous n'êtes pas symétrique. Il y a quelques millimètres seulement, mais on vous a mal ressoudé, donc votre œil droit est un peu plus bas que le gauche. Et vous avez un tel regard que les gens regardent d'abord votre regard. Vous êtes d'accord avec moi que vous n'êtes pas tout à fait symétrique? Alors elle se regarde un peu plus, elle dit, oui, mais il dit, voilà, écoutez, je vous préviens, le corps médical n'est pas du tout d'accord avec tout ce que je tente. Je fais parfois des expériences un peu téméraires,
Mais celle-là, je vous garantis que je vais réussir. On va réussir tous les deux. Et je vais vous rendre belle, très belle. Parce qu'en vous rendant la symétrie, on va aussi redéplacer quelque chose qui n'est pas tout à fait symétrique non plus, dans votre visage, ici, dans le bas, dans le menton, enfin bref. Et elle accepte. Elle accepte de revivre à nouveau les douleurs. Il lui scie le crâne en deux et il réajuste. Ça le prendra à nouveau plusieurs mois, évidemment, avant que tout soit cicatrisé, mais elle est tellement confiante qu'elle le vit très très bien. Et à partir de ce moment-là, Raymond Guillaume, qui continue bien sûr à venir la voir, elle le prend comme conseiller, elle lui dit « Trouve-moi une date, donne-moi une date à laquelle je revolerai. » Alors il dit « Attends, avant de te donner une date où tu vas revoler, il faut peut-être que tu réapprennes parce que tu sais les gestes. » Et en secret, la porte de sa chambre fermée, il recommence effectivement à l'aider. Alors elle refait des articulations. Or, quand vous faites de l'aviation, quand vous êtes pilote, vous avez des examens physiques, bon, psychologiques, neurologiques, mais physiques aussi sans cesse. Vous ne pouvez pas rester 4 mois allongé et puis reprendre un avion comme ça. Tout est très 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 ciblé. Chaque mouvement de doigt, chaque poignet, les articulations. Or elle, tout est rouillé. Et elle va commencer un travail personnel de rééducation avec Raymond Guillaume, sans que personne ne soit au courant. D'ailleurs, personne ne lui a proposé, en fait, de faire de la rééducation non plus. Elle s'y habitue. Elle l'entreprend. Et un jour, il vient la chercher. Elle a enfin le droit de sortir un peu dehors parce qu'elle avait, pendant toutes ces années et tous ces mois qui ont suivi, elle n'avait pas le droit de sortir. Pourquoi? Parce qu'on lui expliquait qu'on lui faisait tellement de greffes rapides pour être sûr de tout essayer, que l'une n'était pas encore cicatrisée, qu'on en commençait une deuxième. Donc le risque de prendre des bactéries si elle sortait était terrible. Donc elle était en chambre confinée. Là, elle a le droit de sortir, maintenant que c'est à peu près cicatrisé. Et un jour, il vient la chercher en disant « J'allais vous faire respirer le parfum d'un aérodrome. » Ah, elle dit oui. Il l'emmène, et puis là, il y a un petit avion qui est là. Il ouvre le cockpit, il dit « Montez, mettez-vous aux commandes. » Elle se met aux commandes, il ferme la porte, il dit « Bon, je fais la tour de contrôle. Hein. » Elle dit « Mais je ne peux pas envoler ?» Il dit « Bien sûr que si. » Elle dit « Mais non, mais il dit, on a travaillé ensemble. Vous savez, on a travaillé les articulations, la vision, on a tout travaillé. Je sais que vous allez le faire. Et c'est le seul moyen. Maintenant, vous êtes prête, il faut le faire. Et c'est aujourd'hui. Je suis le seul en tour de contrôle, mais j'ai confiance. » Et il part à tour de contrôle. Et là, elle se retrouve face à l'enjeu. Elle se dit « Bon, c'est ce que je voulais. De nouveau voler. C'est Raymond Guillaume qui me le dit. Il a confiance en moi. Alors j'y vais. » Elle met les gaz. Elle entend l'ordre. OK. Et elle s'envole. Alors là, bon, j'ai fait un spectacle sur Jacqueline Auriol. Donc dans le spectacle, c'est un moment évidemment incroyable où je rejoue tous les mouvements et il y a une musique à vous fendre l'âme, évidemment. Et notamment un morceau de Out of Africa, lorsqu'ils sont justement au-dessus du Sahara, etc. Mais il y a d'autres musiques aussi qu'on a composées exprès pour le spectacle. Bref, c'est un moment extraordinaire. Elle se pose. Et en fait, Raymond Guillaume, plutôt que d'exploser de joie, c'est pas son naturel, dit « Bon, la prochaine fois, ce sera quand? À vous de décider. » Et à partir de là, elle va se faire des challenges. Donc, elle quitte l'hôpital. Les petits soins qu'elle a encore à faire, c'est pas grave. Et elle a retrouvé un visage tout à fait convenable. Hein, convenable. Sur quelques photos qui circuleront pendant la conférence, vous verrez, on la voit après, justement. On la voit en train de piloter avec le visage qu'elle avait après. Alors, le visage qu'elle avait avant était un peu plus mince, mais elle est très belle aussi. Elle a retrouvé son regard, parce que les yeux n'ont pas été crevés, ce qui semble inimaginable. Hein. Plein de médecins ont dit, mais comment c'est possible? Le visage détruit, les globes oculaires qui tombent au fond du crâne, et qu'on arrive à remonter et à remettre au bon endroit. Enfin, avec la petite différence. Donc maintenant, elle est parfaite en symétrie, donc c'est une autre femme. Sauf qu'à l'intérieur, elle est beaucoup plus forte. Et ça doit nous donner des leçons, je trouve, moi, cette force qu'elle a eue à ce moment-là. Et elle se renseigne sur Jackie Cochrane. Mais où est-ce qu'elle en est, Jackie Cochrane? Ah, Jackie Cochrane, elle vient de passer le mur du son. Première femme au monde à passer le mur du son. Elle dit, c'est pas possible. Mais moi, il faut que je passe le mur du son. On dit, attendez, il faut quand même monter à 4000 pieds, etc., il faut stationner, il faut faire... Elle dit, je veux faire ça. Elle s'entête, et effectivement, elle va passer le mur du son. Moins de 4 ans après son accident, quand même. Attendez, 4 ans, c'est rien quand vous pensez tout le temps qu'elle a passé à l'hôpital. Jackie Cochrane apprend que Jacqueline Auriol, évidemment, est revenue sur le devant. Alors, la satisfaction qu'a quand même Jacqueline Auriol, c'est qu'elle est la première européenne à passer le mur du son. Hein, première femme européenne, voilà. Et elles vont commencer un duel. Alors, on peut s'amuser à regarder ce qui les a
ce qui les a séparés, enfin ce qui les a motivés et l'une et l'autre. Donc en 49, donc je vous rappelle, elle a l'accident, et en 52, donc elle gagne d'abord un record de vitesse sur un Mistral, 835 km/h. Jacqueline Cochrane, à ce moment-là, est piquée au vif. Donc, elle fait le même parcours, avec la même définition de vitesse, de hauteur, etc., mais à 1050 km/h. À ce moment-là, le duel va commencer. Chacune va essayer de décrocher quelque chose de plus important que l'autre. Après, ça va être les avions, seulement évidemment. Jackie Cochrane, elle a son mari qui continue de lui payer plein d'avions. Il faut que Jacqueline Auriol arrive à se faire prêter des avions par Monsieur Dassault, arrive à trouver la confiance des constructeurs. Donc, elle va piloter plein d'avions, des vampires, des mystères, mystère 2, mystère 4. Elle arrive à avoir la confiance tellement elle est éblouissante. Elle fait des démonstrations et le 20 avril 54, elle entre à une école qui s'appelle l'école du personnel navigant d'essai et de réception, EPNER, et elle en sort brevetée pilote d'essai officiel, parce qu'elle n'était pas encore brevetée pilote d'essai officiel. Donc là, elle rentre enfin dans le centre d'essai de Brétigny-sur-Orge, qui est le summum, qui est vraiment le Graal pour les pilotes. 1955, Jacqueline Cochrane, qui est vice-présidente de la Fédération aéronautique internationale des femmes, veut absolument garder son titre de femme plus rapide du monde. Elle vient de passer donc 1031 km/h. Donc comment faire en sachant que Jacqueline Auriol va chercher à faire mieux? Donc elle fait ça au mois de mai 55, et elle déclare que finalement, les records du monde féminin, il n'y en aura plus. À partir du 1er juin, c'est fini. Jacqueline Auriol apprend ça 3 jours avant la fin du mois de mai. Et elle comprend qu'évidemment, c'est un stratagème machiavélique que Jackie Cochrane a mis en place pour qu'aucune autre femme ne lui soit rivale. Elle s'arrange pour se faire prêter un avion, etc., etc. Et elle arrive effectivement à faire 1151 km/h. Juste le 31 mai avant minuit. Bon, Jackie Cochrane est folle de rage, évidemment, mais du coup, c'est Jacqueline Auriol qui est la femme la plus rapide du monde. Et à partir de là, Jacqueline Auriol va un peu laisser ce challenge qui l'agace un peu. Elle lui a prouvé d'abord qu'elle avait trouvé la stratégie que Jackie Cochrane avait imaginée, hein, d'interdire, enfin de dire c'est fini, les concours féminins de femmes plus, c'est moi et puis c'est tout. Eh ben non. Maintenant, c'est quand même Auriol. Et à partir de là, Auriol va s'intéresser beaucoup plus à faire des voyages très très longs. C'est plus la vitesse qui l'intéresse, c'est de faire Paris-Saïgon, Paris-Tokyo, Paris-Madagascar, la Côte d'Ivoire, de rencontrer les chefs d'État. Elle emmène François Mitterrand dans son avion. Et pendant ce temps, ma foi, ça lui est égal que Jackie Cochrane continue, elle, à faire des exploits, ce qu'elle continuera à faire pour essayer d'éblouir le monde. Mais elle a 11 ans de plus quand même que Jacqueline Auriol. Hein. Donc elle commence à être fatiguée. Et une dernière fois, par amusement, Jacqueline Auriol va la braver en disant qu'en fait, j'ai eu 3 fois le trophée Harmon Trophy International. C'est le trophée que les Américains donnent à ses meilleurs pilotes. Et là, ils l'ont donné 3 fois à Jacqueline Auriol. Alors évidemment, Jackie Cochrane prend ça comme un camouflet. Donc, elle porte son record de vitesse un tout petit peu plus loin encore, comme pour dire, bon, je t'ai déjà dépassé, 1262 km/h, je l'ai fait, je vais encore plus loin. Et elle continue à s'obstiner, à en fait se battre contre elle-même. Parce que comme je vous le dis, Jacqueline Auriol, c'est plus son problème, c'est plus cette course-là, elle, qui l'intéresse. Mais il y a quand même quelque chose qui la passionne, c'est ce qu'on appelle le circuit fermé. Le circuit fermé, c'est encore un autre challenge que le circuit à ciel ouvert, simplement. Hein. Donc en fait, Jacqueline Auriol, comme pour se mesurer à elle, pour dire « moi je suis dans un autre domaine, je ne sais pas si ça vous intéresse », elle fait du 1849 km/h en circuit fermé. Et Jackie Cochrane, piqué à vif, justement, saisit l'hameçon que lui tendait Jacqueline Auriol, et elle va essayer de le faire, mais elle ne va pas y arriver. Donc, Jacqueline Auriol va faire son propre record sur elle-même, comme avait fait Jackie Cochrane, 2038 km/h. 2038 km/h. Là, Jackie Cochrane, folle de rage, se dit, il faut que je marque de mon empreinte la chose. Et elle va à 2097 km/h, après quoi elle va s'arrêter. Et là, par politesse, on peut dire par élégance, Jacqueline Auriol va dire, bon, elle a 11 ans de plus que moi, je pourrais continuer moi aussi à monter au-delà des 2000. Je vais laisser faire. Jackie Cochrane va décrocher.
Jacqueline Auriol va continuer paisiblement à piloter, à devenir vraiment la meilleure ambassadrice de tous les avions français qui se construisent. Les gens se bousculent pour qu'elle essaye ces avions. Maintenant, elle est un grand pilote d'essai, mais elle est aussi pilote de ligne parce que finalement, comme je disais, ça lui plaît de balader des présidents, d'aller à des cérémonies où elle fait de la démonstration de voltige parce qu'elle adore ça, la voltige. Hein. Et elle vit la vie qu'elle voulait. Entre-temps, ses deux fils, qui avaient été dégoûtés de l'aviation par la mère, enfin qui avaient failli être dégoûtés de l'aviation par la mère de Jacqueline, eh bien, ils vont devenir pilotes. Et qui ils vont avoir comme entraîneur? Eh bien, évidemment, Raymond Guillaume. Raymond Guillaume, qui se sent presque le père de ses deux enfants. Il n'est pas le père, hein. Mais il faut quand même que je vous dise que pendant qu'elle était dans ces hôpitaux-là, notamment quand elle était encore assez monstrueuse pendant les 2 premières années, donc 50, 51, Paul venait de moins en moins souvent la voir. Et après, très rarement la voir, et il a demandé le divorce. Il avait rencontré quelqu'un. Alors, évidemment, ça, j'ai parlé, moi, avec des psys, j'ai parlé avec des pilotes, ça peut paraître monstrueux, ça peut paraître humain aussi. Elle n'était plus montrable, j'allais dire que il a vécu lui aussi. Hein. Quand on est blessé très fort, il y a toujours des contre-coups qui arrivent dans l'entourage. Et je trouve ça formidable par rapport à sa vie et à la façon dont elle a réagi et où elle a affronté ça, c'est que ça nous donne des leçons à nous aussi. C'est vrai que bon, on vit un drame, mais ceux qui sont autour le vivent aussi à leur manière. Et Paul n'a pas supporté. Il a attendu et il a divorcé. Alors, les mauvaises langues ou les tabloïds, comme on dirait, on dit que Raymond Guillaume, qui de toute façon venait tous les jours voir Jacqueline, a été de plus en plus présent. Est-ce qu'ils ont eu une aventure ? Moi, j'espère, finalement, parce qu'ils partageaient le même amour de l'avion. En tout cas, il veut absolument être l'instructeur des 2 fils de Jacqueline, et il le sera. Donc, ils n'ont pas fini leur vie, ils sont encore bien vivants, hein, pas de problème. Mais bon, les petits-fils aussi, surtout les petits-fils, parce que les petits-fils, oui, non, ils sont pas, les petits-fils sont bien vivants, j'allais dire. Ils ont transmis ça, donc il y en a un qui est aussi pilote maintenant. Ça se transmet, finalement. Mais tout ça pour dire que oui, Jacqueline a eu quand même à se battre, à la fois contre cette Jackie Cochrane, mais ça lui donne la force, à la fois contre l'éloignement de son mari, à la fois contre sa mère, qui, elle a découvert bien plus tard, sa mère était venue la voir une fois pendant qu'elle dormait et qu'elle était encore très très abîmée, et l'avait prise en photo et avait apporté les photos aux enfants pour les préparer. Et c'est les enfants qui lui confiera ça plus tard. Bon, quand elle a appris ça, elle était folle de rage. Heureusement, c'était bien après, quoi. Et sa mère a cru bien faire. Donc, quand elle lui a fait le reproche, la mère a dit, mais c'était pour qu'ils aient pas peur, c'était pour les préparer. J'ai fait ce que je croyais devoir faire. Et elle lui dira, oui, tu as toujours cru ce que tu devais penser, bien faire, mais tu as toujours mal fait. Tu t'es occupé de mon père, de ton mari, ok, mais finalement, tu t'es dévoué à ta manière. Mais est-ce que tu as cherché à savoir ce que nous, on pensait ? Et elle dit, tu sais, quand j'ai acheté, elle lui raconte que quand elle a acheté un album de photos, elle était déjà jeune pilote, mais bon, elle voyait encore beaucoup sa mère à l'époque, elle n'avait pas encore les enfants, et elle avait demandé qu'on lui achète un album photo. Et un album vide pour mettre des photos. Et sa mère, croyant bien faire, lui avait mis plein de photos de famille. Elle avait garni l'album. Et Jacqueline Auriol avait dit, mais c'est pas ça que je veux. La famille, bon, je l'aime, mais c'est pas ça. Je veux des photos de pilotes femmes. Je veux savoir qui m'a précédée. Je veux savoir comment on fait les femmes avant moi. Parce qu'évidemment, les femmes, on en parlait très peu à l'époque. Hein. Elles savaient qu'il y avait eu des grandes pilotes. Elles s'étaient intéressées à plusieurs destinées d'ailleurs. Et en fait, cet album qu'elle a commencé lui a aussi beaucoup servi, puisqu'en fait, elle se les fait apporter à l'hôpital. Et la mère n'osait plus apporter de photos de famille, évidemment, et savait pas comment on pouvait trouver des photos d'aviatrices, mais Raymond Guillaume lui apportait régulièrement des CV, des nouvelles des autres aviatrices. Alors, il y a 9 aviatrices qui ont vraiment ébloui, en fait, Jacqueline Auriol. Et c'est intéressant parce que quand on parle d'aviation, souvent on les cite et on ne sait pas trop, on envoie des noms comme ça dans l'air et on ne dit pas ce qu'elles ont fait. Voilà les 9 femmes
qui ont vraiment impressionné Jacqueline et qui finalement l'ont peut-être aidée aussi à s'entêter, à ce que physiquement elle fasse le poids. Parce que toutes ces femmes pilotes avaient pratiquement toutes, il y a rare exception, étaient des femmes physiquement championnes de bicyclette, championnes de natation, championnes de voiture. Enfin, elles avaient tout un hobby physique à côté. Et c'est étrange parce que les chirurgiens que j'ai rencontrés qui font du travail sur la face, j'ai rencontré le professeur, je fais une parenthèse, j'ai rencontré le professeur Bernard de Vauchel pour écrire ce spectacle. Le professeur Bernard de Vauchel est celui qui a opéré la première femme qui a été mangée du visage par son chien. Il y a une quinzaine d'années, hein, c'est pas si vieux. Et première opération du visage, c'est lui qui l'a réalisée. Alors c'est un chirurgien émérite, connu dans le monde entier. Je suis allée le trouver, il est à Amiens où il a un hôpital, et il m'a raconté. Et curieusement, les chirurgiens comme les aviateurs ont tous un hobby à côté. Un hobby physique, dangereux, et aiment la musique. Alors ça semble curieux parce que ça n'est pas vrai de toutes les professions. Et donc je suis allée interroger des pilotes évidemment, j'ai rencontré plein de gens, et tous ont à côté de leur travail, de leur passion d'aviation, une autre passion physique qui les fait se colter à la réalité d'une autre manière que l'aviation. L'aviation, c'est quand même très, très cérébral, hein. On est quand même bloqué dans un avion, même s'il faut être au millimètre, au micro de millimètre d'aplomb pour faire les manœuvres, évidemment. Mais ils ont tous, et ils aiment tous, la musique classique. Et Monsieur de Vauchel, donc, lui, quand il opère, alors c'est du Puccini qu'il aime, il m'a délivré cette information, je ne sais pas si c'est secret, mais bon, tant pis, ça l'est plus. Et il opère donc sur du Puccini. Et il m'a amusé en disant que, il opère plein de gens, hein, il opère des gens qui ont voulu se suicider, qui ont la tête de travers, qui sont nés avec des déformations, enfin bref. Et il me dit que quand il quitte la salle d'opération, donc quand il a fait l'essentiel, et qui sort, invariablement, il entend l'équipe autour de lui, ils sont une trentaine chaque fois, hein, pour un remplacement de visage, bon, parce qu'il est spécialiste du visage. Donc, il entend qu'on arrête la musique. Et ça l'amuse, parce qu'il se dit, tiens, quand ils auront peut-être les heures de vol que j'ai en chirurgie, ils aimeront la musique autant que moi. Bon, c'est un petit clin d'œil que je fais. Mais donc, voilà les pilotes qu'aimaient, qu'admiraient Jacqueline Auriol. Je crois que c'était intéressant que je vous les signale. Marie Marvingt. Alors, Marie Marvingt, elle sait tout faire. Alors, elle, c'est natation, escrime, le tir, le ski, le patinage, et elle pilote même des ballons dirigeables. C'est elle qui avait évacué les blessés pendant la guerre de 14-18, parce que bizarrement, pendant la guerre de 14-18, on évacuait en fait les blessés par ambulance, comme à l'époque de Marie Curie, parce que je m'intéresse aussi à Marie Curie, donc je me suis penchée là-dessus. Elle évacuait par ambulance les blessés, mais ça venait pas l'idée aux gens de les évacuer par avion, ce qui allait quand même plus vite. C'est vrai que bon, c'était un peu compliqué parce qu'il n'y avait pas toujours des pistes d'atterrissage. Eh bien, elle a atterri partout, elle a transporté des blessés. On l'a donc surnommée la fiancée du danger, Marie Marvingt. Adrienne Bolland. Adrienne Bolland, première femme à réussir la traversée de la cordillère des Andes. Alors les pilotes hommes lui avaient dit « mais vous n'y arriverez pas », mais personne n'y est arrivé. Okay, on a essayé, vous n'y arriverez pas. Et puis on n'est pas disposé à vous prêter un bel avion. Elle a dit « ah ben non, il y en a un qui me plaît là-bas dans l'aérogare ». C'était un vieux caudron. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai appris un tout petit peu les avions. Un caudron, c'est vraiment un vieux modèle, mais très solide. Un peu comme on pourrait dire maintenant des vieilles voitures dont on voit qu'elles sont toujours là. Vous voyez une vieille Peugeot qui est toujours là, qui a 70 ans d'âge, et puis une voiture plus moderne qui, en fait, se casse en 3 morceaux. C'est un peu ça, les caudrons. Donc, elle l'avait chargé d'essence, mais elle n'avait que 9 heures d'essence. Et il fallait 9 heures pour traverser la cordillère des Andes. Elle y est arrivée. En 1924, du coup, elle bat le record féminin de looping, parce qu'elle adorait la prise de risque aussi. Elle fait 21 loopings en 72 minutes. Ça prendra des années à être mesuré davantage, c'est-à-dire que d'autres fassent mieux, fassent plus fort ou plus de looping ou en moins de temps, etc. Maryse Bastier, vous avez peut-être entendu parler parce qu'elle est assez connue. En 1925, alors elle, c'est une férue de risque et elle est un petit peu, désobéissante. Elle a un peu le côté qu'avait Jacqueline Auriol quand elle était jeune. Donc, elle a repéré que sous le pont de Bordeaux, il y avait des câbles. Il y avait des câbles qui faisaient une sorte d'arceau. Et elle a une idée, c'est de passer sous les câbles. C'est-à-dire que l'avion soit pile à l'arceau, à l'endroit où l'arceau est le plus haut, finalement, et n'effleure pas les colonnes de l'avion. Elle en parle à personne. Elle décolle sans autorisation, sur un caudron, et elle passe sous les câbles du pont de Bordeaux.
Vous imaginez, en pleine ville, donc les gens sont alertés, la police, les militaires, et pensant que peut-être ça n'a pas suffi, que peut-être on n'a pas alerté assez de monde, elle fait demi-tour et elle repasse une deuxième fois. Voilà. Maryse Bastier, elle est devenue célèbre pour ça. Bon, je ne sais pas s'il a été pénalisé, l'histoire ne le dit pas, mais en tout cas, elle a marqué l'histoire pour ça. Elle a eu aussi le record international de durée féminine en tournant au-dessus du Bourget, juste pour prouver que c'était possible, en 37 heures. Juste au-dessus du Bourget, en 37 heures, pour montrer que c'était possible. Qu'en 37 heures, c'était pas un problème, sans boire, sans manger, au-dessus d'un aéroport, pour rien, juste pour prouver que c'était possible. Emilia Earhart, première femme à traverser l'Atlantique quand même, hein, parce qu'on parle toujours des grands records masculins. Première femme à traverser l'Atlantique. Et en 1922, elle bat le record féminin d'altitude, parce que là, j'ai beaucoup parlé de vitesse avec Jackie Cochrane et Jacqueline Auriol. Mais là, c'est l'altitude à 4270 mètres. Maryse Hills, elle, le record de distance. Paris-Tokyo, Paris-Tenerife, bien avant que Jacqueline Auriol le fasse, mais sans chercher à faire de record, elle, Paris-Saïgon. On l'a baptisée la femme la plus haute du monde. Elle osait aller plus haut que quand on cherche à franchir le mur du son. Donc, la femme la plus haute du monde. Élise Raymonde de la Roche, qu'on a surnommée la Baronne, une femme de très haute société, et première femme brevetée. C'est la première femme pilote à avoir été brevetée, Élise Raymonde de la Roche. Alors là aussi, sa famille a hurlé au scandale, mais bon, elle avait les moyens sûrement de les faire taire, peut-être financiers, je ne sais pas, ou son aura. En tout cas, elle a fait ce challenge et elle l'a remporté. André Duperron, record féminin de vol en ligne droite, sans escale, 4300 km entre l'Algérie et l'Irak. Alors non seulement les destinations étaient un peu étranges, parce que quand même, on essayait à l'époque que les femmes aillent dans des lieux sûrs, entre guillemets. Enfin bon, faire un choix sans escale, en ligne directe, Algérie-Irak, ben voilà, André Duperron l'a fait. Elisabeth Boselli, première femme pilote de chasse, à noter. Et puis, celle que préférait, je termine par elle, celle que préférait Jacqueline Auriol et moi que j'adore aussi. Et j'avais vu un documentaire d'ailleurs sur elle et j'ai failli faire quelque chose sur Hélène Boucher plutôt que Jacqueline Auriol. Et puis finalement, Jacqueline Auriol a traversé tellement plus de choses et a eu à affronter des choses qui peuvent nous arriver, comme je le disais au début de la conférence. Eh bien, je crois que ça m'a semblé plus intéressant. Hélène Boucher, qu'on a surnommée Léno. Tout le monde l'appelait Léno. C'est les hommes au début qui l'ont baptisée comme ça parce que Hélène Boucher trouvait ça un peu. Donc ils ont trouvé Léo. Ok, d'accord, Léno. Elle décide de devenir aviatrice, mais par hasard, parce qu'elle avait un frère qui avait un ami qui était mort en aviation. Elle a dit, je vais le venger. Je vais passer ma vie à le venger. Il est mort, et bien moi je vais rester vivante dans les avions. Elle ne savait pas ce qui allait lui arriver, évidemment. Elle passe son baptême de l'air à 22 ans, donc ayant évidemment appris que l'ami de son frère était mort en aviation. Premier cours de pilotage, en 1931. Elle obtient son brevet de pilote 3 mois plus tard. Alors ça, comme Jacqueline Auriol. Bon, ça, Jacqueline Auriol, elle a fait pareil, sauf qu'elle a eu les 2 autres après, très très vite. 1932, donc l'année d'après, après 100 heures de vol et un vol de nuit, c'était l'obligation, elle a son brevet de pilote professionnel de transport public. Je ne sais pas si vous voyez, mais en l'espace de 1 an et demi, elle a déjà tout gagné, tout fait. La même année, lors d'un rallye aérien Candeauville, son avion tombe en panne et elle doit se poser. Alors c'était un rallye tout simple. Elle avait vécu des choses déjà tellement dangereuses. Et ça, il y a beaucoup de pilotes qui vous racontent ça. Ils font des choses mais qui effrayent tout le monde. Et puis en fait, ils se blessent, ou ils se scratchent dans un vol tout à fait ordinaire, ou une démonstration. Donc elle, lors d'un rallye aérien, Candeauville, son avion tombe en panne. Elle doit se poser. Elle n'arrive pas à trouver un endroit propre pour se poser, donc elle voit des arbres, c'est l'endroit où il y a des arbres les moins hauts, enfin bref. L'avion s'accroche dans l'arbre, se fracasse dans l'arbre, enfin casse plusieurs endroits du moteur. Elle tombe par terre, évidemment, elle est blessée, elle se démonte pas, elle descend l'avion de l'arbre, pièce par pièce, il y a plusieurs pièces cassées, elle descend tout, elle est elle-même blessée, elle rafistole l'avion et elle repart. Alors bon, ça a fait la une évidemment de tous les journaux, voilà. En août 34, bon pas sur le même avion, elle gagne le record féminin, 445 km/h. Vous avez compris qu'après ça a été battu par Cochrane et Auriol, mais à l'époque, c'était en août 34 quand même. La firme Renault l'engage, en fait, tellement elle a un charisme différent des autres pilotes, il l'engage pour faire la publicité des voitures de sport.
Alors ça, tout à coup, quand Jacqueline Auriol apprend ça, ça la renvoie à ses amours premières, c'est-à-dire à ses voitures de course. Et une autre, effectivement, a été pilote aussi de voitures de course, mais là, elle fait carrément la pub pour les voitures de course, alors qu'elle aurait pu faire la pub pour les avions. Non, pour les voitures de course, et c'est Renault qui s'engage à ça. Et malheureusement, le 30 novembre 1934, elle n'a que 26 ans. Elle a déjà tout accompli, alors qu'elle n'a que 26 ans. Lorsque Auriol a eu son accident, elle avait 32 ans. À 26 ans, lors d'un simple vol d'entraînement, elle pilote un Caudron Rafale, qui est un avion très classique à l'époque. L'avion accroche la cime d'un arbre, parce que c'est un avion qui est habitué à faire des vols planés, enfin à voler très bas. Mais elle a l'habitude. Mais bon, l'avion accroche la cime d'un arbre et s'écrase. Bon, elle est blessée terriblement, l'ambulance arrive, mais l'ambulance a beau faire, elle mourra dans l'ambulance, donc elle n'a que 26 ans. Alors, voilà, c'est quelque chose qui a guidé aussi Jacqueline Auriol. Ses photos, ses biographies, on les a retrouvées dans l'album qu'elle avait composé, et à nouveau, qui a montré à quel point sa mère s'était trompée de cible. Elle avait rien à faire des photos pourtant elle adorait son père, mais une photo de famille, ça ne l'intéressait pas vraiment, même si dans la conférence, il y aura une photo de famille qui a été prise à l'Élysée, évidemment, où on la voit avec son beau-père, avec sa belle-mère, donc Vincent Auriol, avec ses 2 enfants. Mais c'était une photo, en fait, politique, qui avait été demandée pour les journaux. Mais j'ai trouvé intéressant de vous la proposer parce que c'est une photo assez rare et c'est une photo à la fois diplomatique et familiale. Mais sinon, elle n'était pas photo. Elle n'était pas photo du tout, si ce n'est les photos qui illustraient les grandes destinées. Alors elle va continuer donc à voler, comme je disais, mais bon, il n'y a plus de challenge maintenant, puisque effectivement, Jackie Cochrane décroche. Jacqueline Auriol continuera qu'à voler jusqu'à 66 ans. Jusqu'à 66 ans, elle fera des vols, ce qui est quand même téméraire, parce que, bon, Jackie Cochrane s'était arrêtée avant. À 66 ans, on n'a pas tout à fait tous les réflexes, mais on lui fait confiance. Elle n'a pas eu d'accident du tout. Le seul accident qu'elle a failli avoir, et ça a été terrible, c'est très peu de temps après avoir recommencé à voler. Elle a eu ce qu'on appelle une panne de plan fixe. Alors, s'il y a des aviateurs qui nous regardent, qui nous écoutent, vous savez ce que c'est. Vous prenez un avion, et puis vous montez, l'altitude, 3000 pieds, 4000 pieds, enfin bref. Et puis soudain, vous avez une panne de plan fixe, c'est-à-dire que votre corps ne répond plus. Vous êtes comme hypnotisé par l'espace. Vous ne voyez plus qu'à droite, plus qu'à gauche, et vous n'entendez pratiquement plus ce que dit la tour de contrôle. Heureusement, c'était à nouveau Raymond Guillaume qui était à la tour de contrôle. Elle faisait un vol d'entraînement et de démonstration à nouveau pour un constructeur, enfin quelque chose de très 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 classique. Sauf que juste avant, il avait plu. Alors on s'est toujours demandé, elle n'a pas su répondre, si est-ce que ça l'avait troublé, est-ce que quelque chose, parce que d'habitude, bon, quand il pleut, sauf obligation, les pilotes, quand c'est juste des essais de démonstration ou des essais pour les constructeurs, ils attendent un peu. Et puis là, bon, le temps devait presser, donc il avait plu, et puis ça s'était arrêté, puis il avait recommencé à pleuvoir, enfin bref. Elle a décollé, mais ça ne peut pas expliquer quand même, je pense que ça ne peut pas expliquer. Arrivé à un certain niveau, tout à coup, l'avion fait de la station. C'est-à-dire que l'avion fait station fixe. Et on ne peut pas faire ça avec un avion. On fait ça 5 secondes, mais pas plus. Donc, à la tour de contrôle, il dit « Jacqueline, ça va ?» Elle ne répond pas. Et d'un seul coup, donc, l'avion pique, et là, ils comprennent. Panne de plan fixe. Et à ce moment-là, elle est en piqué. C'est-à-dire qu'elle pique. L'avion se met en vrille et elle pique. Donc, elle va tout droit s'écraser au sol. Et à ce moment-là, Raymond Guillaume a l'intelligence de ne pas hurler dans le micro, mais de parler très doucement, avec une voix qui peut-être l'avait déjà aidée quand elle était malade, la voix de la confiance, la voix de l'amitié, peut-être de l'amour, ça ne me regarde pas. Alors il dit « Jacqueline, à votre droite, vous savez bien, regardez. Vous ne pouvez pas regarder, mettez votre main droite, vous allez tirer, il y a un système de sécurité. Redressez, Jacqueline, redressez. » Il a monté le ton, et en fait, avec le ton qui montait, elle a redressé. Elle était à peine à 500 mètres du sol quand elle a redressé l'avion. Bon. Elle aurait pu mourir. Tout le monde aurait dit « mais il ne fallait pas qu'elle reprenne. » Enfin, franchement, c'était de la folie. C'était peut-être de la folie, mais de toute façon, voilà. Vous savez, je suis allée visiter donc, des pilotes et tous m'ont dit, ils ont tous, dans les écoles de pilotage, ils ont un tableau d'affichage. Et puis il y a les noms, il y a les camarades qui prennent le vol, parce que c'est pas que le pilote, il y a celui qui vérifie. Bon, il y a le copilote quelquefois, mais il y a surtout celui qui vérifie tout.
Et c'est seulement lorsqu'effectivement tous, et le mécanicien le plus important, comme au théâtre, le régisseur, comme ici, les caméramans, les preneurs de son, c'est-à-dire que c'est pas celui qui officie dans la lumière qui est le plus important, c'est tout ce qu'il y a autour, sans qui on ne serait rien. Un pilote tout seul à son avion, il ne peut rien. Hein. Donc, il y a tout le staff qui est autour. Donc, quand un avion décolle, tout le staff se mobilise. Et quand c'est un risque un peu, quand c'est un passage de brevet, quand c'est tout le monde est comme ça, il faut attendre le dernier signal effectivement du technicien principal, du mécanicien qui fait une dernière fois le tour de l'avion. Quelquefois, il lui parle, alors ce sont les superstitieux, ils disent souvent que les pilotes donnent un nom à chaque avion dans lequel ils montent. Pas le nom de l'avion, pas Vampire, Mystère, Scan, Tramp, non, un nom personnel ou un prénom. Mais ça n'est jamais dit, c'est très personnel, hein. Mais il paraît que ça se fait. Enfin bon. Et il paraîtrait que les techniciens, quelquefois aussi, baptisent les avions, mais n'en parlent jamais. Et leur donnent un signal d'envoi en disant « Ok, c'est bon, on y va ». Donc, il y a un tableau d'affichage dans toutes les écoles de pilotage, et puis il y a les noms de ceux qui viennent de partir en vol. Et puis quelquefois, un avion tombe. Ça arrive. Très peu souvent. Comme avait dit Jacqueline, quand sa mère était venue un jour à l'hôpital en disant « Mais tu vois bien que c'était dangereux », elle a dit « Maman, papa est mort dans son fauteuil roulant sans bouger, bien avant l'âge. Et tu traverses la rue, enfin toujours ce qu'on dit aux gens qui font des choses dangereuses, tu traverses la rue, tu prends, enfin bon bref. Alors maintenant on dirait le Covid, hein, maladie nosocomiale, enfin tout peut arriver. Elle dit mais on meurt beaucoup moins souvent en avion que partout ailleurs, et ça c'est absolument la vérité. Elle dit tu vois, depuis 2 ans que je suis là, il est tombé combien d'avions? On a eu combien de gens qui sont morts en voiture? Et là elle n'osait pas trop insister parce que son frère André était mort en voiture. C'est aussi pour ça. Quand j'ai parlé à la petite fille de Jacqueline Auriol, je lui dis mais pourquoi est-ce que votre arrière-grand-mère était toujours inquiète de tout? Ah, elle m'a dit parce que quelque chose n'est pas dans les biographies, mais je vais vous le dire. Le frère donc de ma grand-mère, le frère de Jacqueline Auriol, André, qui est toujours un peu timoré, finalement, quand elle s'est passionnée pour l'aviation, ben lui, il a choisi les petites voitures de course que sa grande sœur lui avait montrées. Et sauf qu'il a eu un accident, il en est mort. Et la mère était restée figée là-dessus, évidemment. Déjà, c'était un peu, d'après elle, parce que Jacqueline avait donné envie à son frère de piloter de voiture de course, alors qu'elle n'avait rien fait pour ça, elle aimait ça, c'était tout, en tant que gamine. Mais aussi parce qu'il y avait de la vitesse, donc du danger. Et Jacqueline Auriol n'est jamais arrivée à faire comprendre à sa mère que donc le danger pouvait être partout, mais qu'il y avait très peu d'avions qui tombaient. Toutefois, chaque fois qu'un avion tombe, donc ils mettent une petite croix sur le tableau, et personne ne pleure. Vous allez me dire, ah, les hommes, non, mais les hommes, les femmes, on pleure tous, hein, si. Parce que tous se disent, il est mort comme il a vécu. On apprend que vous êtes renversé par un camion routier, alors que vous êtes aviateur, et vous êtes mort sur la route, tout le monde pleure, en disant, mais quel destin extraordinaire, il n'est pas allé au bout. Mais un aviateur qui meurt dans son avion, enfin en tout cas tous les aviateurs que j'ai rencontrés et les instructeurs m'ont dit, c'est la plus belle mort, si la mort peut être belle, eh bien c'est une belle mort. Et là, c'est quelque chose qui se partage peu, en fait. J'ai cru comprendre, parce que je les ai interrogés, j'en ai vu beaucoup, mais je comprends qu'on puisse ne pas comprendre. En disant, ben non, il meurt, c'est horrible. Oui, c'est horrible, enfin, il y a des façons très horribles de mourir, hein, ou de rester souffrant très, 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 très longtemps. Et Jacqueline a fait aussi la démonstration de ça. C'est-à-dire que quand on vit sa passion, ce qu'on endure, ce qu'on affronte n'est rien. On vit sa passion. Donc on va toujours au-delà de l'endroit où les autres aimeraient pouvoir vous voir vous arrêter. Alors cette femme, donc, elle a été enterrée à Muret parce que Muret, Vincent Auriol avait été le maire de Muret. Muret, c'est à côté de Toulouse. Il y a sa tombe là-bas. Alors je suis allée la fleurir comme on peut le faire parce que elle me donnait un beau prétexte, un partage finalement, cette femme. Et voilà, c'est une tombe toute simple, hein, toute simple, mais elle a voulu être enterrée là, donc elle est enterrée là. Et en fait, à nouveau, c'est très humble. Alors qu'il y a quand même le président de la République qui est aussi avec sa femme, mais bon, pas d'ostentation, elle en a jamais eu, bien qu'ayant été la plus belle femme du monde et après avoir changé de visage, elle n'a jamais revendiqué « j'étais très belle avant » et non. Elle a dit « je suis bien plus forte maintenant » avec le visage qu'elle a eu. Elle a été entourée, comme vous l'avez compris, d'amitié, mais finalement, ce ne sont pas les gens de sa famille qui l'ont aidée, en voulant le faire pourtant, mais c'est quelqu'un d'extérieur, donc quelquefois ça arrive d'à côté. Alors je voudrais terminer en vous disant quand même tout ce qui
tout ce qui a été fait en son honneur, parce que moi j'ai été un petit peu choquée, je vous avoue, qu'on l'honore pas plus, enfin qu'on en parle pas plus, parce que je trouvais que ça aurait mérité quand même qu'on l'honore, parce qu'elle est morte en 2000, c'est pas si vieux, donc 2020, je me dis bon, les 20 ans de sa disparition, il va y avoir quelque chose. Et j'ai appelé la petite fille, elle me dit écoutez, non. Aucune radio m'a appelé, aucune télé, aucun média. Non, je crois qu'on ne va pas en parler. Je dis, mais elle a été pionnière. Elle me dit, oui. Je dis, écoutez, moi j'ai envie de faire quelque chose. Et donc j'ai construit le spectacle parce que je trouve qu'elle mérite vraiment qu'on l'honore. Alors, étrangement, elle a quand même été honorée. Le président Chirac lui a rendu hommage, quand même, effectivement. En 2000, il a eu cette phrase, on peut lui reconnaître ça. Cette grande dame a incarné pour les Français, pendant des décennies, le courage et la modernité. Son nom restera à jamais associé à l'histoire héroïque de l'aviation et de la recherche aéronautique. En 2003, la Poste française, alors moi je l'ai loupé ça, je suis furieuse. Si vous avez ça chez vous, gardez, c'est précieux, c'est collector. En 2003, la Poste française a édité un timbre à l'effigie de Jacqueline Auriol. Je pense que les gens ont découvert un timbre en disant, tiens, c'est qui? Alors il paraît qu'il y avait un petit avion dessiné dans un coin, donc peut-être que ça a guidé les gens quand même. En 2010, son nom a été donné à une station de tramway à Colombes, près de Paris. Elle a été évoquée par Georges Perec. Georges Perec a écrit un livre que vous connaissez peut-être qui dit « Je me souviens ». Et en fait, il retrace toute sa vie avec « Je me souviens du toboggan, je me souviens ». Et à un moment, il dit « Je me souviens de Jacqueline Auriol ». Donc voilà, évoqué par Georges Perec. Alors des rues, des avenues, des ports, des squares lui ont quand même donné quand même son nom. À Lyon, à Strasbourg, à Besançon, à Annecy, à Toulouse. Alors Toulouse, c'est intéressant parce que c'est juste à côté de l'aéroport. À Mérignac, très intéressant parce que c'est au bout de l'aéroport aussi. Ils ont choisi en fait de donner des lieux très proches des avions comme pour qu'elles dorment à côté avec ce nom. Les Sables-d'Olonne. 2 collèges portent son nom, à Villeneuve-Tolosane, en Haute-Garonne, et à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine. L'ancien collège de Challans, où elle a été élève, elle a très peu dans l'école de Challans, puisqu'elle est partie à Nantes, chez les bonnes sœurs, mais quand même, c'est sa ville natale, de toute façon. Eh bien, l'ancien collège a été réhabilité en 2020 et rebaptisé Collège Jacqueline Auriol. Enfin, la promotion Epner, vous savez, la fameuse école dont je parlais tout à l'heure, qui est le Graal pour les pilotes, la promotion 2002-2003 de cette école a pris le nom de baptême de Jacqueline Auriol. Et puis, elle a été décorée quand même, et pas de la moindre façon. Grand officier de la Légion d'honneur en 1952, Grand Croix de l'Ordre national du mérite 1997, commandeur de l'Ordre du mérite sportif, parce que j'ai oublié de dire tous les sports qu'elle faisait à côté, parce que là on manque de temps, donc je me suis quand même concentrée sur l'aviation. Des décorations étrangères, ce qui est beaucoup plus rare, commandeur de l'Ordre national voltaïque en Haute-Volta, commandeur de l'ordre du million d'éléphants au Laos. Il paraît qu'elle était très fière de cette distinction. Quand je disais, vous avez des insignes, etc., elle dit oui, l'ordre des millions d'éléphants. Commandeur de l'ordre Vasa en Suède, l'ordre Orange Nassau aux Pays-Bas, l'ordre national du Niger, l'ordre national de Côte d'Ivoire, et c'est le président Houphouët-Boigny qui l'a décoré lui-même. L'ordre national du Lion au Sénégal, Nishan Ifikar en Tunisie. Alors, toutes ces distinctions, évidemment, elle les a méritées ô combien. Elle a eu des prix aussi, qui sont encore différents des distinctions, et je terminerai avec ça. Des prix et des diplômes. Le prix Henri Deutsch de la Meurthe de l'Académie des Sports en 1951. Le diplôme Paul Tissandier de la Fédération aéronautique internationale, ce qui était une grande référence parce que tous les pilotes, quand ils commençaient à être très aguerris, ils voulaient partir à l'étranger. Mais certains se contentaient de faire Casablanca, Alger, Tunis. Elle est allée beaucoup plus loin quand même. Elle a passé des records donc que le trophée Harmon International, je vous ai dit, a salué, qui est un trophée américain. Chaque fois qu'elle avait un record important, il l'a salué. 52, 55, 56, et elle avait eu un tout premier trophée dont elle avait dit avec modestie, comme elle connaissait déjà Jackie Cochrane, elle a dit « Je ne sais pas si je suis digne française de recevoir quelque chose d'américain ». Mais en 1951, déjà, elle avait reçu ce trophée. Donc, elle en a eu 4. Le prix ICAR de l'Association des journalistes professionnels de l'aéronautique de l'espace en 63. Le prix Roland Peugeot, Académie. Grande médaille de l'Aéroclub de France. Médaille d'or de l'air de la Fédération aéronautique internationale, 63. Et enfin, pour un livre qu'elle a écrit, le prix Jean Walter de l'Académie française pour Vivre
et voler. Et c'était sa devise, vivre pour voler, voler pour vivre. Elle a bien vécu, elle a bien volé. Finalement, elle a fait tout ce qu'elle voulait de sa vie. Contre vents et marées, j'allais dire. Hein. Les avions, elle en a conduit des formidables. Dassault lui a permis d'en piloter des inouïs que d'autres n'auraient pas pu piloter, évidemment. C'est parce qu'elle a eu son agrément, j'allais dire. Elle a fait de sa vie quelque chose qu'elle voulait dès le départ, c'est-à-dire une prise de risque, mais utile pour les autres, puisqu'en fait, tous les avions qu'elle a côtoyés, qu'elle a pilotés en tant que pilote d'essai, ont permis des progrès, puisque c'est pour ça. Et quand elle est morte, en fait, à 83 ans, elle était satisfaite, elle était heureuse, elle était comblée, elle était sereine. Donc elle pilotait plus, hein. Je vous dis, la dernière fois, elle avait 66 ans quand elle a piloté. Elle vivait très modestement, je veux dire, elle faisait pas de grandes déclarations, mais bel appartement quand même sur les quais de la Seine, pas loin de la préfecture, pas loin de l'île Saint-Louis, enfin dans un quartier très chic. Et elle est morte très discrètement, en ayant quand même légué à ses enfants, et finalement à ses petits-enfants, l'envie d'être libre, l'envie d'aller au bout de ses rêves et l'endurance. L'endurance, ne pas fléchir, ne pas se laisser aller à la déprime, ne pas se laisser convaincre qu'on n'y arrivera pas. On y arrive toujours. C'était sa devise et je vous quitterai avec cette belle formule. Donc Jacqueline Auriol, voilà, un destin qui, je trouve, méritait d'être visité avec tous ces drames qu'elle a vécus et qu'elle a surmontés. Tous. Ah, j'ai oublié, je le gardais pour la fin, elle a réépousé son mari. Lorsqu'elle est revenue dans la lumière, ce n'est pas une critique que je lui fais à Paul, mais lorsqu'elle est revenue à la lumière avec son nouveau visage, avec ses nouveaux records, il a dû se dire quand même que la personne qu'entre-temps il avait rencontrée et pour qui il avait divorcé n'était pas à la hauteur de cette première femme pour qui il a vu un coup de foudre énorme, dont il était tombé amoureux en faisant du ski, donc ils se sont réépousés. Voilà, je termine sur cette note de bonheur. Merci de m'avoir écouté.